Ma femme me prend pour une mauviette et passe une semaine avec son patron. J'ai fait enregistrer leur vidéo et lui ai rappelé ses vœux par la vengeance. Ram Kaluen aimait sentir le vent s'engouffrer dans ses épais cheveux noirs tandis qu'il conduisait son petit cabriolet américain sur la route à deux voies qui devait le mener, lui et sa femme, à la pointe la plus méridionale de son île natale, Katani. Située dans l'océan Pacifique Sud, Katani se composait en réalité de plusieurs îles, dont la plus grande mesurait environ 105 km d'une extrémité à l'autre et abritait environ 1,5 million d'autochtones et 100 000 étrangers, principalement des Américains. Katani était une nation indépendante dotée de son propre gouvernement, de sa propre police et de sa propre force de défense. Historiquement, la nation avait été gouvernée par un monarque, mais elle avait adopté un système démocratique similaire à celui des États-Unis. Elle avait un président élu pour un mandat unique de 5 ans et une chambre des représentants dont les membres étaient élus tous les 2 ans par les citoyens. La nation avait entamé une campagne de modernisation agressive plus de 70 ans auparavant, sous l'impulsion d'un ancien monarque qui estimait qu'il était temps de faire entrer la population dans le XXe siècle. En conséquence, Katani disposait aujourd'hui de toutes les commodités de la vie moderne, y compris Internet et tous les attributs d'une civilisation moderne. Heureusement, le peuple avait réussi à rester fidèle à la plupart de ses valeurs ancestrales. De ce fait, la nation affichait toujours le taux de divorce le plus bas du monde, dépassant même l'Inde qui, selon certains rapports, n'a qu'un taux de divorce de 1%. À l'exception des étranges rochers disséminés sur les flancs du mont Satani qui brillaient la nuit, des plages de sable et de l'hospitalité de la population, Katani n'avait presque rien à offrir aux conquérants potentiels et avait jusqu'à présent échappé aux stigmates de la domination étrangère. Même les Japonais n'avaient pas envisagé Katani pendant la Seconde Guerre mondiale, la jugeant trop au sud pour être d'une grande utilité dans leur conquête du Pacifique. C'est là que Ram était né et avait grandi, l'endroit qu'il appelait sa maison, et il l'adorait. C'était une bonne journée pour une promenade en voiture, pensa-t-il. Ni trop chaud, ni trop froid, et l'humidité était supportable à cette altitude. La raison de cette promenade, cependant, le rendait à la fois furieux et triste. Il regarda la femme assise sur le siège passager. Marion était son nom. C'était une beauté californienne, pensa-t-il. Des cheveux blonds, une peau douce et souple, et des jambes bronzées et musclées faites pour l'intimité. Elle n'était pas seulement sa femme. Elle était le fantasme de tous les hommes. Il lui restait un peu plus d'1 heure avant d'atteindre leur destination, alors il repensa à leur vie commune. Il l'avait rencontrée il y a 6 ans, lorsqu'il avait accepté pour la première fois un poste d'enseignant sur le campus local d'une université américaine dont le siège était à Washington, D.C. À l'époque, il venait de terminer son doctorat et avait décidé de rentrer chez lui. Le conseil d'administration de l'université locale l'avait accueilli à bras ouverts et lui avait offert le poste. Il s'y était adapté comme un poisson dans l'eau. Il aimait enseigner, et il aimait enseigner à la jeunesse locale. Elle travaillait au bureau des admissions en tant que conseillère, et ils s'étaient rencontrés lors d'une réception organisée par le président de l'université. Ils s'étaient plu, étaient sortis ensemble pendant environ 1 an, et s'étaient finalement mariés. Elle était fille unique et avait perdu ses parents dans un accident de voiture quelques années auparavant. À sa connaissance, elle n'avait pas d'autres parents. Assez étrangement, elle voulait un mariage traditionnel de Katani. Il trouva cela bizarre, car la plupart des filles locales voulaient tout sauf un mariage traditionnel de nos jours. Au début, il pensa qu'elle le traitait avec condescendance ou qu'elle était un peu délirante et l'interrogea à ce sujet. Peut-être ne comprenait-elle pas pleinement le vrai sens de ce qu'elle prétendait vouloir, pensa-t-il. Mais elle fut catégorique sur le fait que c'était ce qu'elle désirait. Il lui donna donc un fichier texte du chant qu'elle devrait répéter lors de la cérémonie et lui apprit la prononciation correcte des mots. Elle connaissait déjà un peu la langue locale, assez pour communiquer sur les marchés, mais pas assez pour comprendre pleinement la signification réelle de ce à quoi elle allait s'engager. La cérémonie elle-même fut magnifique. Vers la fin, Marion s'agenouilla dans sa courte robe blanche et ramassa le coussin à côté d'elle. Elle le lui tendit et chanta parfaitement la phrase traditionnelle. Une traduction approximative en français de la phrase était « Je me soumets à toi, mon mari, encore, en esprit et en âme ». Bien sûr, la phrase avait une signification beaucoup plus profonde, mais elle avait été depuis longtemps largement oubliée par tous, sauf les plus âgés et les plus traditionalistes de la population. Il saisit le six posé sur le coussin, une courte dague incurvée que portaient les maris autrefois, signe qu'ils étaient hors limite et prêts à défendre jusqu'à la mort ce qui était à eux et à eux seuls. Il admira le travail de Marion, la poignée richement ornée du sceau de sa famille.
Elle lavait même loin de son propre sang, comme on le faisait autrefois. Après avoir répété le chant, il prit le couteau et coupa les liens qui retenaient sa robe, la laissant tomber au sol. Elle resta immobile, son corps nu désormais à la vue de tous les invités. Il ouvrit sa propre robe et lui présenta sa virilité, comme l'exigeait la tradition. Elle prit sa virilité dans sa bouche jusqu'à ce qu'il soit en érection complète. Puis il la souleva et la plaça nue sur l'autel nuptial. Il s'approcha et, devant toutes les personnes présentes, consomma le mariage sur l'autel jusqu'à ce qu'ils atteignent tous deux l'orgasme. Autrefois, c'était là que la mariée prouvait à sa famille et à toute la communauté qu'elle était une vierge digne de son nouveau mari. Il l'aida à descendre de l'autel, et tous deux redescendirent l'allée jusqu'à sa voiture, le liquide coulant le long de sa jambe, signe qu'elle lui appartenait désormais, à lui et à lui seul. Après leur première nuit sur l'île, ils s'envolèrent pour les États-Unis où ils profitèrent d'une lune de miel d'une semaine à Las Vegas. Les 3 années suivantes furent formidables. Ram et Marion continuèrent leur travail à l'université et passèrent leur temps libre à faire l'amour tendrement. Ils ne pouvaient imaginer que la vie puisse être meilleure. Puis, Marion fut mutée au campus principal à Washington, D.C. Il demanda donc également une mutation, espérant que l'université lui donnerait une chance d'enseigner dans la capitale américaine. Le conseil d'administration accepta de le muter, et les deux partirent donc vivre et travailler à Washington. Marion y avait vécu avant de venir à Catani et promit de lui faire visiter tous les sites, ne sachant pas qu'il avait passé plusieurs week-ends dans la ville pendant ses études universitaires. L'année et demie qui suivit vit un certain nombre de changements dans leur vie. Le nouveau poste de Marion l'obligeait à travailler plus tard que la normale, à voyager parfois et à ASS. Assister à des réceptions mondaines où elle côtoyait les riches et célèbres. Parfois, elle l'emmenait avec elle à ces réceptions. Même si elle le présentait comme son mari et un professeur, il avait le sentiment d'être un faire-valoir ou pire, une bête de foire, une créature de zoo dévisagée par les gens du coin. Plus d'une fois, il se sentit mal à l'aise et irrité par la manière condescendante avec laquelle les autres lui parlaient. Certains élevaient même la voix et parlaient lentement, comme s'il était une sorte d'invalide qui ne comprenait pas l'anglais. Plus d'une fois, il dut se retenir de frapper quelqu'un au visage. Il se souvint d'une conversation qu'il avait eue avec Marion après un événement récent. « Ça va, chérie ?» demanda-t-elle alors qu'il retirait son costume coûteux. « Non, ça ne va pas » gronda-t-il de sa voix de baryton profonde. « Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un t'a dit quelque chose de méchant? C'est la façon dont ça a été dit. Tu te souviens de cette scène dans José Wells, Hors-la-loi où le personnage joué par Chef Dan George parle de sa rencontre avec Abraham Lincoln à la Maison Blanche. Elle hocha la tête. « Oui, je m'en souviens, dit-elle. Il venait de regarder le film en DVD quelques soirs auparavant. Je peux comprendre ce qu'il a dit. C'est presque comme si ces gens pensaient que parce que je suis un insulaire du Pacifique, je devrais avoir un os dans le nez et porter un pagne. Eh bien, il t'en faudrait un assez long, lui dit-elle en lui tapotant l'entrejambe. Il gloussa à cela. Ne réalise-t-il pas que j'ai été diplômé premier de ma promotion à Harvard? Ne savent-ils pas comment j'ai travaillé pour financer mes études afin de ne pas être un fardeau ou d'avoir à supporter une lourde dette? Je ne pense pas, dit-elle doucement. Eh bien, je n'aime pas ces gens devant qui tu dois te prosterner, et je n'aime certainement pas être exposé comme une sorte de spécimen de zoo. Ça fait partie du jeu, mais je comprends ce que tu ressens. Tu n'es pas obligé d'assister à ces événements si tu te sens mal à l'aise, tu sais. Il secoua la tête. Non, tu es ma femme et je devrais être là pour te soutenir. De plus, je n'aime pas l'idée que quelqu'un d'autre t'escorte. Au fait, c'est qui ce nouveau patron à toi, Jake Hamilton, demanda-t-il. Il avait rencontré Jake ce soir-là pour la première fois et l'avait instantanément détesté. Son visage suppliait qu'on le frappe. Ils viennent de le faire venir. Il est de New York. C'est vraiment un gars très gentil une fois qu'on apprend à le connaître. Il semble bien t'apprécier, dit Ram. Il n'avait pas pu s'empêcher de remarquer que Jake avait passé la majeure partie de la soirée près de Marion. Parfois, pensait-il, peut-être un peu trop près. Tu n'es pas jaloux, j'espère, demanda-t-elle. Il sourit et la prit dans ses grands bras. Bien sûr que je le suis. Mais il sait que tu es marié, n'est-ce pas? Oui, il le sait, dit-elle en passant ses bras autour de son cou. Bien. J'espère qu'il s'en souviendra. Ils terminèrent la nuit en faisant l'amour, mais il avait un mauvais pressentiment.
quelque chose lui disait qu'il devait garder un œil sur Jake Hamilton. Les choses se dégradèrent rapidement au cours des 6 mois suivants. Marion fut envoyée en déplacement avec Jake à plusieurs reprises, et elle commença à travailler beaucoup plus tard le soir, bien plus qu'avant. En conséquence, leur vie intime disparut presque complètement, car elle semblait toujours trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Tout s'effondra un jour où Ram était dans son bureau en train de corriger des copies d'étudiants. Il fut interrompu par un coup à la porte. « Entrez », dit-il. La porte s'ouvrit et une petite brune passa la tête à l'intérieur. Elle remonta ses lunettes sur son nez avant de parler. « Docteur Caluaen, avez-vous quelques minutes ?» demanda-t-elle. Il la regarda et la reconnut instantanément comme l'une des filles qui travaillait dans le bureau de Marion, mais il ne se souvenait pas de son nom. Il lui fit signe d'entrer. « Entrez, je vous en prie, et n'hésitez pas à m'appeler Ram. Mes étudiants m'appellent Docteur Qa, mais vous n'êtes manifestement pas l'une de mes étudiantes. » Elle entra dans son bureau et se tint devant son bureau. « Que puis-je faire pour vous, mademoiselle ?» « Harper, dit-elle doucement. « April Harper. Je travaille dans le bureau de votre femme. »« Oui, bien sûr. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Harper ?»« Eh bien, commença-t-elle nerveusement, je ne sais pas trop comment dire ça. »« Je trouve qu'il est préférable de simplement dire ce que l'on a sur le cœur, » lui dit-il. Elle hocha la tête. « Eh bien, c'est à propos de votre femme et de monsieur Hamilton, » dit-elle, captant toute son attention. « Je suis un peu gêné de le dire car c'est assez personnel, mais je pense que ce qu'ils font est tout simplement mal, et j'ai pensé que vous aviez le droit de savoir. Sauf si vous le savez déjà et que vous l'approuvez. Je sais que certains hommes aiment ce genre de choses. » « Quel genre de choses, mademoiselle Harper ? Que font-ils qui vous dérange tant ? » « Ils ont, eh bien, une liaison, dit-elle. Il sentit son visage devenir rouge. « En êtes-vous absolument certaine, mademoiselle Harper ? C'est une accusation assez grave. Ils partent déjeuner presque tous les jours, et leur déjeuner dure souvent plus longtemps que la normale. Ils voyagent ensemble tout le temps. Ils lui achètent des fleurs, et il est assez évident, d'après la façon dont ils interagissent, que c'est plus qu'une simple relation professionnelle. De plus, toutes les filles en parlent. Monsieur Hamilton a une sacrée réputation, même s'il essaie de garder tout ça secret. Je vois, dit Ram. Avez-vous personnellement été témoin de quelque chose qui suggère qu'ils ont une liaison? Les avez-vous vus s'embrasser ou faire quelque chose d'inapproprié? Des démonstrations d'affection en public? Quoi que ce soit. Je les ai vus s'embrasser un jour en sortant de son bureau, dit-elle nerveusement. Il hocha la tête quand elle eut fini. Dites-moi, mademoiselle Harper, à quelle fréquence monsieur Hamilton vous fait-il travailler après les heures de bureau, vous et les autres filles, demanda-t-il. Elle secoua la tête. Nous ne travaillons généralement pas après les heures de bureau. L'université est très stricte à ce sujet. Marion et Jake restent parfois tard, mais le reste d'entre nous, normalement non. Le seul moment où nous pourrions travailler après les heures est lorsque nous nous préparons pour la remise des diplômes ou l'inscription des étudiants, mais même dans ce cas, nous obtenons des jours de congé en compensation. Ils détestent payer les heures supplémentaires. Je vois. Avez-vous dit quelque chose à quelqu'un d'autre, demanda-t-il. Je n'ai rien dit à personne. Je voulais d'abord vous en parler. Nous aimons toutes Marion et nous ne voulons pas qu'elle ait des ennuis. Pourtant, c'est troublant. Si le doyen ou le président voyait ça, ce serait un sacré bazar. Oui, ce le serait. Merci d'avoir attiré mon attention sur ce point, mademoiselle Harper. Je m'en occupe à partir de maintenant. Merci, docteur Ram, dit-elle. Après qu'elle eut quitté le bureau, il ouvrit un document Word qu'il avait sauvegardé sur son ordinateur. C'était une liste d'enquêteurs privés et d'avocats spécialisés en divorce qu'il compilait depuis un certain temps. Il avait espéré ne jamais avoir à utiliser ces informations, mais il sentait qu'il n'avait plus le choix. Si elle le trompait, comme le disait April, il n'aurait d'autre choix que de divorcer. Il prit son téléphone et passa un appel. Il ne fut pas surpris lorsque Marion lui envoya un texto plus tard dans la journée pour dire qu'elle travaillerait tard. Il s'assit à la table de la salle à manger et picora sa nourriture, se demandant ce que sa femme et Jake faisaient à ce moment-là. Finalement, il jeta les restes de lasagne dans le broyeur à ordures et monta dans la chambre principale. Il enfila un pyjama et s'allongea dans le lit avec la télévision allumée.
Il se réveilla en entendant Marion dans la chambre. Elle s'approcha de lui et lui déposa un baiser sur le front. Ses cheveux sentaient le shampoing fraîchement fait, et il crut déceler une odeur d'après-rasage. « Je suis tellement désolé. Je ne savais pas qu'il me garderait si longtemps. J'ai mangé un morceau sur le chemin du retour. » Elle alla dans la salle de bain et en sortit peu de temps après, vêtue d'un pyjama en flanelle. C'était son signal qu'il n'y aurait pas d'intimité ce soir. Il n'avait de toute façon pas vraiment envie d'avoir de l'intimité avec elle, pas si elle venait d'être avec Jake. « Il te fait travailler tard souvent ces derniers temps, » dit Ram. « Combien de temps cela va-t-il encore durer ? » Difficile à dire. Il a fait travailler tout le département tard. Il sentit la rage monter en l'entendant lui mentir, mais il garda son sang-froid. « Tout le département, hein ? Je pensais que l'université désapprouvait normalement les heures supplémentaires. » Oui, mais il a une grande réunion à venir avec des donateurs majeurs bientôt et nous devons être prêts. Oh, ça me rappelle. Nous allons à New York vendredi. Nous partirons avant le déjeuner, et nous serons partis pour le week-end. C'est un préavis plutôt court, dit-il. Aujourd'hui, c'était mercredi, ou plutôt tôt le jeudi matin. C'est pour ça que nous travaillons autant en ce moment. Je suis désolé. Je me rattraperai. D'accord, dit-il en se tournant sur le côté. Il savait que c'était un mensonge mais voulait lui donner assez de cordes pour se pendre. Plus tard dans la journée, Jake vint rendre visite à Ram à son bureau. Il frappa à la porte et entra avant que Ram ne puisse répondre. Ram leva les yeux pour voir le sourire narquois perpétuel de Jake. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Hamilton ?» demanda-t-il. « Je voulais juste passer pour m'excuser de monopoliser le temps de votre femme. Je suis sûr que vous avez peut-être entendu les rumeurs, et je voulais juste vous rassurer que rien d'inapproprié ne se passe. Je n'accorde pas beaucoup de crédit aux rumeurs, monsieur Hamilton. Je me base sur des faits et des preuves, et j'espère certainement pour votre bien qu'il ne se passe rien d'inapproprié. » Le sourire narquois de Jake vacilla un instant. Ce n'était pas la réponse à laquelle il s'attendait. D'après son expérience, les universitaires avaient tendance à être des mauviettes, mais il y avait quelque chose chez cet homme qui déstabilisait Jake. C'était peut-être sa voix ou la manière impénétrable dont Ram le regardait. Rien chez Ram ne disait « mauviette ». Et pendant un instant, Jake envisagea d'abandonner ses projets pour Marion. Bien sûr que non, Dr Caluane. Au fait, Marion vous a-t-elle dit que nous serons à New York ce week-end ? Elle l'a fait, dit Ram. Il ne donna délibérément pas à Jake la permission de l'appeler par son nom car il n'aimait vraiment pas l'homme. Un préavis plutôt court, je dois dire. J'avais prévu de l'emmener dîner vendredi soir. Elle passe plus de temps avec vous qu'avec moi ces derniers temps. Encore une fois, je m'en excuse. C'est notre travail. Ça ne finit jamais, vous savez. Quand pensez-vous que je pourrais passer un peu de temps avec ma femme ? Demanda Ram d'un ton quelque peu sarcastique. Très bientôt. Nous avons juste quelques petites choses à régler. Écoutez, je dois y aller maintenant. Ce fut un plaisir de vous parler. Ram ne dit rien en regardant Jake se glisser hors du bureau. Après le départ de Jake, il prit son téléphone et passa un autre appel. Il reçut un texto de sa femme cet après-midi-là, disant qu'elle devait encore travailler tard pour se préparer à la réunion du week-end. Il n'était pas surpris, et l'email qu'il reçut sur son compte personnel ne le surprit pas non plus. Il rentra chez lui, s'arrêtant pour dîner en chemin. Il en avait assez des mensonges et des restes. Vers 20 heures, il appela Marion sur son numéro de bureau, mais l'appel tomba sur la messagerie vocale. Il laissa un message et appela le numéro de bureau de Jake. Il obtint la même réponse, mais il ne laissa pas de message. Il lut et relut le message qu'il avait reçu plus tôt dans la journée et regarda les photos qui y étaient jointes. Il était encore devant son ordinateur quand Marion rentra tard cette nuit-là. « Tu es encore debout ?» demanda-t-elle, un air inquiet sur le visage. « As-tu mangé quelque chose ? » Je me suis arrêté dîner en rentrant. J'en ai marre des restes. Je suis désolé. Nous passions tout en revue une dernière fois pour la réunion. Donc, tu étais à ton bureau, demanda-t-il. Eh bien, oui. Où serais-je d'autre ? Dis-moi toi-même. J'ai appelé ton bureau à 20 heures mais je n'ai eu aucune réponse. J'ai aussi appelé le bureau de Jake. Nous étions dans la salle de conférence et n'avons pas entendu le téléphone sonner, dit-elle.
Il connaissait la disposition de son bureau et savait que c'était un mensonge. Même si c'était le cas, elle aurait dû voir le voyant de message indiquant que quelqu'un avait appelé. « N'as-tu pas vu que j'avais laissé un message ?» demanda-t-il. « Je n'ai même pas regardé, Ram. Je suis désolé. Au fait, Jake a dit que tu avais été un peu impoli avec lui plus tôt aujourd'hui. Et c'est quoi cette histoire de rendez-vous vendredi soir? Tu ne m'as jamais rien dit à ce sujet. C'était censé être une surprise. Je suppose que ça n'a plus d'importance maintenant. Bien sûr que ça a de l'importance, Ram, dit-elle. Non, ça n'en a pas. Je dois aller me coucher maintenant, Marion. Bonne nuit. Il monta péniblement les escaliers jusqu'à la chambre principale, se demandant combien de temps la supercherie durerait avant qu'il y mette fin. Il ne dit rien alors qu'elle se glissait sous les couvertures et essayait de se blottir contre lui. « Je t'aime, Ram, murmura-t-elle à son oreille. Il grogna en réponse. « Je t'aime aussi, Marion, dit-il doucement, une pointe de tristesse dans la voix. Elle comprit le message et s'éloigna de lui. Il pouvait entendre des sanglots étouffés de son côté du lit mais les chassa de son esprit. Le lendemain matin, il la coinça avant de partir. « Peux-tu au moins me dire où vous logez et rester en contact avec moi pendant le week-end » demanda-t-il. « Bien sûr, dit-elle. » Elle nota le nom de son hôtel et le numéro de la chambre, puis le lui tendit. « Merci, dit-il, pliant le papier et le mettant dans sa poche. « Bon voyage. » Il se tourna pour sortir, mais Marion l'intercepta. « Ram, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. « Tu n'es plus toi-même ces derniers temps. Ai-je fait quelque chose pour te mettre en colère contre moi ?» Il faillit éclater de rire. « Je pense que tu connais la réponse à cette question, lui dit-il. » Son visage pâlit alors qu'il continuait vers la porte, sans lui donner de baiser d'adieu. « Je t'aime, Ram, dit-elle alors qu'il montait dans sa voiture. « C'est ce que tu dis, répondit-il avant de démarrer sa voiture et de partir au travail. Même si le mal était fait, il espérait qu'elle réaliserait l'erreur de ses voies et changerait d'avis sur son voyage à New York. Il savait déjà, grâce au rapport de l'enquêteur, que la réunion était une farce inventée par Jake pour les avoir tous les deux seuls pendant un week-end. Malheureusement, elle et Jake partirent pour l'aéroport à l'heure du déjeuner, et il n'eut de ses nouvelles que plus tard, lorsqu'elle arriva à l'hôtel. Il n'eut plus de nouvelles d'elle pendant le reste du week-end, mais il eut des nouvelles de l'enquêteur qui le tenait au courant de ce que faisaient les deux amants. D'après les rapports qu'il lisait, il s'était beaucoup amusé à visiter les boîtes de nuit locales, à danser et à boire, puis à avoir des relations intimes pendant la majeure partie du week-end. Il faillit frapper un mur de rage en voyant une vidéo d'eux deux au lit. Il ne put s'empêcher de remarquer que Jake n'utilisait aucune protection. Il ne savait pas si Marion prenait toujours sa pilule contraceptive. Il examina ses options. Dans son esprit, le divorce était une évidence, mais il savait aussi, pour en avoir parlé avec des collègues, que le divorce aux États-Unis tournait presque toujours mal pour les maris. Puis il eut une idée de génie, et ce dimanche-là, il passa quelques appels à l'étranger. Il était déjà au lit lorsque Marion rentra tard le dimanche soir. Normalement, il l'aurait accueillie à son retour de ses voyages avec un câlin et un baiser, puis une partie de jambes en l'air. Mais pas cette fois. Il ne lui proposa même pas de l'aider à porter ses bagages. Elle mit ses sacs dans le placard, se changea dans la salle de bain et se mit au lit. Elle essaya de l'embrasser, mais il se retourna pour éviter de la toucher. Le lendemain matin, il se leva avant elle et quitta la maison sans lui dire un mot. Pendant sa pause, il contacta son enquêteur et obtint le rapport complet des activités de Marion pendant le week-end, puis passa un autre appel. Marion essaya de le contacter tout au long de la journée, mais il ignora ses appels et ses textos. Il la vit à la maison ce soir-là mais ne lui adressa que très peu la parole. Elle le coinça finalement dans le salon après le dîner. « Ram, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. « Tu ne m'as pas dit deux mots depuis mon retour. Tu ne veux pas savoir si nous avons réussi ?» Il la regarda durement avant de parler. « Je suis sûr que tu as eu ce que tu voulais, » dit-il. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle. Il attrapa son ordinateur portable et lança une vidéo d'elle au lit avec Jake. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il lisait la vidéo. « Oh mon Dieu, Jake, tu es si bon » gémissait Marion dans la vidéo. « Mieux que ce sauvage que tu as épousé ?» demanda Jake. « S'il te plaît, tu sais que je n'aime pas que tu parles de lui comme ça. C'est peut-être un sauvage, mais c'est un homme bon. »
Alors, pourquoi es-tu ici avec moi au lieu d'être avec lui, lui demanda-t-il. Tu sais pourquoi, Jake, dit-elle. Ouais, je sais, dit-il en l'enlaçant. Allez, on remet ça. Dégoûté, Ram éteignit la vidéo et foudroya Marion du regard. Comment as-tu eu ça, demanda-t-elle à Ram quand il arrêta la vidéo. Quelle différence cela fait-il? Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi. Ram, ce n'était que du sexe. C'est tout. Ça n'avait rien à voir avec toi. Tu sais que je ne te ferai jamais de mal. Eh bien, tu l'as fait. Alors, dis-moi, chère épouse, j'ai remarqué qu'il n'a pas pris la peine d'utiliser de protection. Avais-tu l'intention de tomber enceinte de son enfant et d'essayer de le faire passer pour le mien? Je n'y avais jamais pensé, dit-elle. Ne t'es-tu pas inquiété des maladies que tu pourrais attraper de lui? Selon mon rapport, Jake a au moins 2 autres femmes qu'il voit régulièrement, sans compter ses fréquentes aventures d'un soir. Il m'a assuré qu'il était sain, dit Marion. Et bien sûr, tu l'as bêtement cru. Après la façon dont tu m'as manqué de respect, je ne peux plus travailler ici. J'ai demandé une mutation pour rentrer chez moi. J'ai déjà parlé au chancelier, et il est d'accord que c'est mieux ainsi. Il a également accepté de vous renvoyer tous les deux, toi et Jake, pour violation flagrante des règles de l'université. Quand prévois-tu de partir, demanda-t-elle. À la fin du trimestre, qui se termine cette semaine. Nous partons vendredi. Et nous, demanda-t-elle. Il n'y a plus de nous. Tu as tué ça. Le divorce sera finalisé à notre retour. Toi et Jake devrez être présents pour cela. Ce que vous ferez après, je m'en fiche. Pourquoi Jake doit-il être là, demanda-t-elle. À ton avis, demanda-t-il en réponse. C'est celui avec qui tu me trompais. L'ordre a déjà été donné. Il peut soit venir de son plein gré, soit être extradé. Extradé? N'est-ce pas un peu extrême, demanda-t-elle. Tu oublies que la nation de Catanie a un traité d'extradition avec les États-Unis. Quand tu m'as épousé, tu as obtenu la double nationalité. Quant à Jake, il n'a pas le choix. Il sera là d'une manière ou d'une autre. Ram se leva, indiquant qu'il avait terminé et ne dirait plus rien. Marion resta assise, abasourdie par ce qui venait de se passer. Jake lui avait assuré que Ram ne le découvrirait jamais, mais il l'avait fait. S'il te plaît, Ram, je ne veux pas divorcer, dit-elle, les larmes aux yeux. Il la foudroya du regard pendant quelques secondes avant de quitter la pièce. Pourquoi l'as-tu fait? N'étais-je pas assez bien pour toi? Tu es le meilleur, dit-elle. Alors explique-moi pourquoi, exigea-t-il. Eh bien, Jake et moi nous connaissions à l'université. C'était mon premier, et je suppose que je suis retombée amoureuse de lui. Je suppose que le vieil adage est vrai, lui dit-il. Quel adage, demanda-t-elle, confuse. Un temps pour tromper et un temps pour mourir. Que veux-tu dire? Es-tu en train de dire qu'il n'y a aucun espoir pour nous? Quand tu m'as trompé, tu as tué notre mariage. Tu nous as tués. J'espère que ça en valait la peine pour toi. Le reste de la semaine fut difficile. Le chancelier convoqua Jake et Marion dans son bureau et les renvoya tous les deux pour avoir enfreint les règles de l'université concernant la fraternisation. Puis il tendit à Jake une feuille de papier qui lui avait été envoyée par email la veille. C'est quoi ce bordel? Demanda Jake avec colère. Une convocation du royaume de Catanie, dit le chancelier. Vous êtes partie prenante dans le divorce du docteur Caluan. On m'a dit que si vous refusez d'y aller, vous ferez face à une extradition. Un billet d'avion est en cours d'envoi par courrier express. La sécurité vous y attendra. C'est des conneries, s'exclama Jake. Peut-être, mais le département d'État m'a dit que tout est légitime. Il reste en dehors de ça. Maintenant, emballez vos affaires et sortez de mon école, tous les deux. Abattue et honteuse, Marion se rendit à son bureau et emballa ses affaires. Jake, cependant, avait une autre idée et se dirigea vers le bureau de Ram. Ram était en train de corriger des copies lorsque Jake fit irruption dans son bureau, en colère. Ram posa son stylo rouge avant de regarder Jake. Espèce de lâche sans valeur, cria Jake en traversant le bureau, déterminé à abattre l'homme plus grand. Ram étendit calmement une main et attrapa Jake à la gorge, mettant fin brusquement à sa charge téméraire. Il se tint au-dessus de Jake, qui était au sol, haletant, et secoua la tête.
Sors de mon bureau, et je ne veux plus te voir avant l'audience. Le reste de la semaine passa assez vite. Ram évitait Marion autant qu'il le pouvait et ne lui disait pratiquement rien. Marion essaya de regagner les bonnes grâces de son mari, mais il l'ignora largement et s'éloignait simplement quand elle commençait à pleurer. Mercredi, des déménageurs vinrent à la maison, emballèrent leurs affaires et les préparèrent pour l'expédition à Catanie. Un agent immobilier avait déjà mis un panneau, à vendre, dans le jardin. Une fois la maison vidée et toutes leurs affaires réglées, Ram et Marion passèrent une nuit dans un motel, dormant dans des lits différents. C'était difficile, car il la trouvait toujours sexy et très séduisante, mais il était déterminé à ne pas céder. Ils prirent l'avion tôt le vendredi matin. Après s'être installés dans leur chambre à l'hôtel Marriott, il passa quelques appels et apprit que Jake avait bien quitté les États-Unis et était en route pour l'île. Il apprit ensuite que la procédure aurait lieu le lundi, et que Jake avait été placé en détention par les gardes du roi, une unité d'élite de la police nationale. Le week-end fut difficile pour eux deux. Marion fit tout ce qu'elle put pour le dissuader d'aller jusqu'au bout, mais il rejeta ses efforts. « S'il te plaît, ne pouvons-nous pas surmonter ça ?» supplia-t-elle. Il la regarda et secoua simplement la tête. « Non, tu m'as manqué de respect de la pire façon possible pour une femme. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Mais je promets que ça n'arrivera plus jamais. S'il te plaît, Ram. Je t'aime. Et je t'aimais aussi, dit-il. À quoi servent tes promesses de toute façon? Te souviens-tu de la promesse que tu m'as faite quand nous nous sommes mariés? Tu n'as pas réussi à tenir celle-là. Alors, comment pourrais-je te faire confiance pour tenir d'autres promesses? On peut essayer une thérapie, n'est-ce pas? S'il te plaît, Ram, je t'en supplie. Ça ne voulait rien dire. Je ne voulais pas te faire de mal. Silence, femme, tonna-t-il. Ça voulait tout dire pour moi. Bon sang. Tu t'es engagé envers moi et moi seul, tout comme je me suis engagé envers toi seul. J'ai tenu ma promesse envers toi, mais tu as rompu la tienne envers moi. Maintenant, il est temps de faire face et d'avancer. Finalement, le lundi matin arriva, et Ram réveilla Marion à 4h30. « Pourquoi me réveilles-tu si tôt ?» demanda-t-elle. « Il est temps de se préparer. Tu devrais probablement prendre un petit déjeuner avant de partir. Nous avons une longue route devant nous. Mais le palais de justice n'est pas si loin. C'est juste à quelques pâtés de maison. On peut y aller à pied en moins d'une demi-heure. Nous n'allons pas au palais de justice, dit-il. Où allons-nous, demanda-t-elle. Au mont Satani, dit-il, faisant référence au volcan endormi à la pointe la plus méridionale de l'île. La dernière fois qu'il était entré en éruption, il y a plus de 2500 ans, il avait soufflé le tiers supérieur de la montagne, laissant un trou géant dans le sol qui devint plus tard un lieu sacré pour la population de l'île. C'est toi qui voulais un mariage traditionnel. Je pense qu'il est juste que nous ayons un divorce traditionnel. La réalisation de ce qu'il venait de dire commença à s'imposer. Quoi? Tu ne peux pas vouloir dire. Si. Maintenant, prépare-toi. Nous avons assez de temps pour manger avant de devoir prendre la route. Marion se leva, choquée, et alla dans la salle de bain pour se préparer. Elle connaissait les légendes du mont Satani et la place qu'il tenait dans le folklore local. C'était le lieu traditionnel où les mariages étaient dissous, mais ces cérémonies se terminaient généralement par la mort de quelqu'un. Il ne ferait sûrement pas ça, pensa-t-elle. Après s'être habillé, Ram mit un sac de sport dans le coffre de leur voiture de location et l'emmena dans la salle à manger où ils prirent le petit déjeuner. Il prit un petit déjeuner copieux comme il le faisait toujours, mais elle toucha à peine à sa nourriture. À l'intérieur, elle était une boule de nerfs. Les vieilles histoires n'étaient sûrement que ça, des histoires, se dit-elle. Où l'était-elle? Le trajet jusqu'à la montagne, qui se trouvait à la pointe la plus méridionale de l'île, prendrait plus d'une heure. Elle était assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre tout en se sentant comme une criminelle condamnée emmenée à la potence. Finalement, ils atteignirent leur destination. Ram quitta la route sinueuse à deux voies et se dirigea vers le parking où il arrêta la voiture. Il sortit, attrapa son sac et ouvrit la portière de Marion. « Allons-y, dit-il doucement. » Marion le regarda avec des larmes dans les yeux et sortit lentement de la voiture. Ses jambes flageolèrent sous elle alors qu'elle se tenait debout, mais il la stabilisa et la guida vers les anciennes marches de pierre qui menaient au sommet du mont Satani.
Monte les marches, lui dit-il. Tremblante, elle commença la longue montée de l'escalier, se demandant combien d'autres l'avaient fait dans les temps anciens. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, 2 membres en uniforme de la garde du roi les accueillirent. En regardant, ils virent plusieurs Catani plus âgés assis en demi-cercle devant l'ancienne planche de roche qui surplombait un trou béant géant qui était autrefois la caldeira du mont Satani. Elle savait que le trou avait au moins 1500 mètres de profondeur et qu'un ruisseau de lave coulait au fond. Ils remarquèrent également un kiosque portable entouré par les gardes du roi. De grands drapeaux flottaient de chaque côté du kiosque. À l'intérieur de l'enceinte se trouvait un Catani plus âgé vêtu d'un costume traditionnel. Marion halta quand elle réalisa de qui il s'agissait. Elle regarda Ram. « Tu connais le roi ?» demanda-t-elle. « Je devrais. C'est le frère de mon père. » Ram regarda les gardes. « Préparez-la » leur dit-il. Il les regarda l'emmener dans une tente et alla dans une autre où il enfila sa robe traditionnelle. Il contempla son Six et se souvint de ce jour sur la plage où Marion le lui avait présenté. Il avait espéré qu'il ne serait jamais utilisé. Il le plaça dans sa ceinture, puis retourna dehors. À ce moment-là, Marion avait été préparée et était conduite vers la planche, vêtue d'une courte robe rouge. Jake avait déjà été amené et se tenait sur la planche, les bras et les jambes fermement attachés. Il n'était pas très content, mais les gardes l'avaient déjà informé de se taire à moins qu'on ne s'adresse à lui. Ram s'avança devant le kiosque et s'inclina devant son oncle, qui lui fit un signe de tête en guise de reconnaissance. Il prit ensuite sa place devant le tribunal, qui était assis en demi-cercle devant la planche. « Prince Ram Kaluaen, » dit l'homme au centre du demi-cercle, « ce tribunal a examiné votre demande de divorce. Nous avons également examiné toutes les preuves et avons déterminé que votre cas est valide. Sur la base des preuves, votre demande de divorce a été accordée. Souhaitez-vous vous adresser à ceux qui vous ont fait du tort avant d'exécuter le jugement final? » Oui, conseiller, dit Ram. Très bien, alors. Procédez. Ram s'inclina devant le tribunal et se tourna pour faire face à Marion et Jake, qui étaient maintenant attachés ensemble sur la planche. Il pouvait dire que Marion avait peur, et elle avait toutes les raisons de l'être. Jake, d'un autre côté, n'avait aucune idée de ce qui allait se passer et restait aussi arrogant que jamais. « De quoi s'agit-il, bon sang ?» demanda Jake alors que Ram se dirigeait vers eux. « Tais-toi, » dit Marion à Jake. « Pourquoi? Vont-ils nous sacrifier à leur dieu du volcan ou quelque chose comme ça? »« Mon Dieu, tu es si stupide, » murmura-t-elle. « Vous avez bientôt fini tous les deux ?» demanda Ram. Ils ne dirent rien en le regardant. Ram continua, regardant sa future ex-femme. « Te souviens-tu du serment que tu m'as fait là-bas sur la plage il y a 5 ans ?» demanda-t-il. « Je m'en souviens, » dit-elle. « As-tu bien compris la nature du serment que nous nous sommes fait l'un à l'autre ?» demanda-t-il. « Oui, je comprends, » dit-elle lentement. Ram hocha la tête avec tristesse. Il lui avait donné une porte de sortie, mais elle ne l'avait pas prise. C'eût été une chose si elle n'avait pas compris la nature de son serment de mariage. Son aveu du contraire, cependant, c'est là son destin. « Serment ?» demanda Jake. « Quel serment ?» Marion voulait un mariage traditionnel de Catani, dont une partie exige que le couple se jure l'un à l'autre leur esprit, leur corps et leur âme pour aussi longtemps qu'ils vivront. Tu vois, Jake, ici nous croyons que les traits les plus importants qu'une personne puisse avoir sont la loyauté et la fidélité. Sans cela, rien d'autre ne compte. Autrefois, quand un couple Catani se mariait, ils se juraient ces choses l'un à l'autre devant des témoins, en pleine conscience que le prix de la trahison serait leur propre vie. Il sortit le couteau aiguisé et incurvé de sa ceinture. Les yeux de Jake s'écarquillèrent en voyant la lame. « Mais c'est un meurtre, » balbutia Jake. « Dans votre culture, peut-être. Ici, nous appelons ça un divorce. Cette lame m'a été donnée par Marion le jour de notre mariage, comme le veut la tradition. C'est plus qu'une simple babiole ou un bibelot à cacher derrière une vitre. À l'époque de mes ancêtres, elle était portée par le mari comme un signe qu'il n'était pas disponible. C'était aussi un avertissement pour quiconque pourrait empiéter sur le couple. Quelqu'un comme toi, Jake. » Sur ce, Ram lança son bras en un éclair. Quand il eut fini, une ligne rouge apparut sur le cou de Jake, et ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il réalisait que son artère carotide venait d'être tranchée. Le sang gicla et coula le long de son cou, et il commença à vaciller en perdant ses forces.
Marion essaya de les stabiliser sur la planche de roche mais trouva cela difficile alors que Jake perdait la force de se tenir debout. Soudain, une forte rafale de vent souffla sur eux, faisant tomber Marion et Jake dans l'abîme en contrebas. Ram ferma les yeux un instant pour s'empêcher de sangloter. Il ouvrit les yeux et jeta la lame dans le grand trou, puis retira son alliance et la jeta après le couteau. Il entendit un marteau frapper derrière lui, et le chef du tribunal parla. « Ce divorce est définitif, dit-il. » Ram regarda droit devant lui tandis que le tribunal rassemblait ses affaires et partait. Il sentit une main sur son épaule et se tourna pour voir son oncle à côté de lui. « Tu l'aimais » dit son oncle. « Oui » répondit Ram. « Tu lui as même donné une porte de sortie, mais elle ne l'a pas prise. À la fin, elle a fait ce qui était honorable. »« Je suppose, » dit Ram. « Je sais que c'était la chose la plus difficile que tu aies jamais eu à faire, mon fils, dit le roi. Crois-moi, quand tu arrives à ma position, ça ne devient pas plus facile. Tu me survivras, oncle, dit Ram. L'homme plus âgé rit de bon cœur. Quoi qu'il en soit, ton honneur est restauré. Maintenant, il est temps de pleurer ce qui a été perdu et d'aller de l'avant. Au fait, Sika attend avec impatience un appel de ta part. Elle t'aime toujours, et elle a réussi à tenir les prétendants à distance. Après toutes ces années, demanda Ram. Oui, dit le roi. Il sortit une carte et la tendit à Ram. Elle serait une bonne épouse pour toi et une bonne reine le moment venu. Et je dois admettre que j'ai toujours eu envie d'avoir un vrai médecin dans la famille. La dernière fois que Ram lui avait parlé, elle était aux États-Unis pour obtenir son diplôme de médecine et faisait son internat. Maintenant, s'il te plaît, appelle cette fille, donne-lui ton numéro et fais-lui savoir que je ne suis pas ton service de messagerie, dit le roi avec un sourire. Ram rit à cela. Merci, oncle. Je le ferai. L'homme plus âgé sourit et lui tapota l'épaule avant de partir. Ram alla à sa tente et se changea de la robe qu'il avait portée. Il s'assit une minute et pensa à Marion. Il essuya les larmes de ses yeux et descendit les marches jusqu'à sa voiture. Après être monté dans la voiture, il sortit son téléphone et vit qu'il avait un bon réseau. Il composa le numéro que son oncle lui avait donné. Sika, dit une douce voix féminine après la première sonnerie. Il repensa à ses jeunes années et se souvint de la douce femme aux cheveux noirs et aux formes généreuses qui l'attiraient tant avant de rencontrer Marion. Sika, dit-il en réponse. Le divorce est définitif. Bien. Maintenant, s'il te plaît, rentre à la maison, auprès de celle qui t'a aimé en premier, Ram. Tu m'as tellement manqué. J'arrive, dit-il. Peut-être y a-t-il vraiment quelque chose de spécial dans un premier amour, pensa-t-il. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à donner un pouce levé à cette vidéo et à laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien aide l'algorithme à diffuser davantage mon contenu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela m'aide vraiment à continuer à créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.